Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers captivant de Jugurtha Talks. Ici, nous explorons les récits fascinants des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Je vous invite chaque mois à rencontrer des invités extraordinaires, universitaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Leurs récits reflètent la diversité et la richesse de ce pays qu'est la France. Jugurtha Talks, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une invitation à découvrir des histoires méconnues, à sentir la passion de ses invités et à y trouver votre inspiration. Vous découvrirez des hommes et des femmes qui sculptent le destin de la France, souvent dans l'ombre, mais il est temps que ça change. Mon but ultime est de vous motiver, de vous encourager à croire en vous et en vos rêves et en vos capacités uniques, peu importe d'où vous venez. Ensemble, nous bâtissons la vision d'une France 2.0, une France unie et forte. Prêt à plonger ? Abonnez-vous, écoutez et laissez-vous emporter par ces récits puissants. Et si vous êtes aussi passionné que nous, ne manquez pas de nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour chers Jugurtins et chères Jugurtines. Pour ce 11e épisode de Jugurtha Talks, j'ai l'immense plaisir de vous introduire une âme sensible, une plume redoutable et une voix poignante. Mon invité se présente comme un artiste en premier lieu et un rappeur en second. Ismaël Matisse est un enfant du Nord. Élevé entre une mère franco-polonaise et un père algérien, l'art d'Ismaël interpelle par sa profondeur, sa complexité, qui n'est que le reflet de la richesse de l'environnement où il a grandi. Stature modeste mais aura immense, regard apaisé mais vif, il manie le verbe avec tellement d'aisance qu'il a de quoi faire pâlir un parterre d'avocats rompus. Au micro de Jugurtha Talks, il vient nous parler de son dernier EP, L'amour wesh. Et ce faisant, il nous fait voyager avec lui en évoquant son enfance ou comment le petit Ismaël s'ennuyait à l'école malgré sa précocité, ou comment l'adolescent rebelle et révolté est devenu un adulte déterminé à se créer sa place dans la société. Cette conversation intense, émotionnelle et ponctuée de fou rire est à l'image d'une interaction avec Ismaël, des montagnes russes. Bouclez votre ceinture, accrochez-vous, car on décolle pour ce 11e épisode. Ismaël Matisse, bienvenue à Jugurtha Talks. Merci. Comment ça va ? Eh ben, ça va trop bien. Je suis content d'être là. Bah pareil, je suis content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient ? Eh bien, je m'appelle Ismaël. Je suis artiste. Je fais du rap principalement. En tout cas, c'est par là que j'ai commencé. Et puis après, par le jeu des rencontres humaines et artistiques, j'ai touché un petit peu, ou je touche un petit peu à tous les arts qui ont trait à l'écriture. Le théâtre, ça m'arrive d'écrire pour d'autres artistes aussi. Voilà, en gros, j'enseigne aussi pas mal. J'ai enseigné en tout cas beaucoup. Cours d'écriture, cours de rap. Je suis très versé dans la pédagogie et du coup, ça m'est arrivé aussi de former des profs carrément. Et voilà ce que je peux dire. Où est-ce que tu es né ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis né à Aulnoy-Aymeries, dans le nord de la France, près de Maubeuge, pas très loin de la Belgique en fait. Et j'y ai grandi jusqu'à mes 16-17 ans. Et j'en suis pas parti, je m'en suis enfui, comme un peu tous les jeunes de mon âge, enfin de cet âge-là, après le bac en gros. Celles et ceux qui y arrivent s'enfuient en général parce que c'est une région très pauvre où il n'y a pas, est très peu dynamique et très isolée, où il n'y a pas de grandes villes, où il n'y a pas d'université, où il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de TGV. Donc en gros, il faut partir quoi. Comment s'appelle le nom de la ville ? Aulnoy-Aymeries. Aulnoy-Aymeries. Ouais. Ça ressemble à quoi donc à grandir à Aulnoy-Aymeries ? Eh ben, écoute, moi j'ai grandi, je dis souvent que j'ai grandi dans un film de Ken Loach où la BO aurait été faite par Rimka. Parce que, en fait, c'est une petite ville ouvrière, à moitié ouvrière et à moitié cheminote. Quand j'étais petit, moi, les adultes travaillaient souvent, ou les grands-parents travaillaient souvent dans une usine de métallurgie, dont mon grand-père, qui était un immigré algérien, qui est toujours d'ailleurs, qui est toujours vivant. Et, oui, et une bonne autre partie de la ville travaillait pour la SNCF parce que c'est un nœud ferroviaire. Il y avait des Aulnois à Moscou, Aulnois à Berlin, etc. Enfin voilà. Et moi, j'habitais dans le seul quartier maghrébin de la ville. On est, je sais pas, on doit être 30 ou 40 familles sur une ville de 8000 habitants. Et admettons que sur les 40 familles, il y en a au moins 25 ou 28 qui habitaient dans ma rue, quoi. Et donc c'était le mini ghetto dans une toute petite ville à toute petite échelle. C'est un peu ça l'idée. Tu as des frères et sœurs ? J'ai 2 frères, un grand, un petit, 5 ans Ah. au-dessus, 5 ans en dessous, Ah, tu es au milieu. pile poil. Ah bah comme moi. Quel était le métier de tes parents Alors, et leurs origines ?
Alors, on va commencer par ma mère parce que c'est le plus simple. Son père, est un enfant d'immigrés polonais. Il est né en France, mais donc la grand-mère de ma mère est arrivée enceinte de Pologne. Elle disait: «On a fabriqué Sylvestre», donc mon grand-père, en Pologne et puis il est né en France et la maman de ma mère est française, ch'ti et elle était ouvrière. Elle a fait 40 ans, dans la même usine, un peu plus de 40 ans même et là, elle travaille plus. Enfin et donc mon père est arrivé en France, il est né en Algérie, donc de 2 parents algériens pendant l'Algérie française. Il est né le 17 octobre 1961 et oui et d'ailleurs ma mère est née le 21 mars 1962 pendant les accords d'Évian et elle s'appelle Sylvie et du coup en arabe, tu sais qu'il y a pas de V, donc ça fait Sylphie et en Algérie, mes oncles l'appelaient Sissi-le-feu. Parce que Sylvie, voilà, Sylvie, Sylphie, c'est le feu. Et mon père est donc né le 17 octobre 61 dans un douar près de Sétif, donc pas très loin de la Tunisie, Mhm. que tu connais un petit peu. Et il a fait plein de boulots différents. Moi, quand je suis né, il faisait de la radio. Alors, il a commencé ouvrier dans l'usine de son père, et puis il était dans le social, etc. Je sais pas quoi. Et puis enfin voilà, par le jeu de l'audace et des opportunités, il s'est retrouvé à créer une radio pirate à l'époque des radios pirates, et puis après, une fois que les radios ont été légalisées, à faire de la radio dans une vraie radio, à en faire son métier, et puis à être travailleur social, et puis à bosser pour la mairie, et puis en fait à se faire virer parce qu'il s'est présenté aux élections contre le maire, et donc à se retrouver sans boulot. Et je l'ai toujours à peu près connu dans le social. Et puis vers la fin de sa carrière, donc à peu près à mes 16-17 ans quand je suis parti, il a eu une promotion sociale, entre guillemets. Il s'est mis à travailler pour l'État et à gagner de l'argent. Et donc ça, c'était trop cool pour mon petit frère. Et pour moi, c'était un peu trop tard. Mais donc on n'a pas grandi avec le même père, mais c'est cool. Voilà, c'est cool pour lui et c'était mérité. Peux-tu me décrire Ismaël adolescent au lycée? Euh, je dirais que j'étais insolent. J'étais en colère et j'étais très joyeux en même temps. J'étais très blagueur. J'étais tout petit. Je suis encore tout petit, mais déjà, j'étais vraiment tout petit physiquement. Et en plus, j'avais un an d'avance, donc j'étais encore plus petit. Et du coup, dans la cour de récré, depuis petit, enfin depuis jeune, ma manière de s'imposer, c'était pas le physique. Il a fallu développer d'autres armes. Et puis évidemment, avec le capital social que j'avais avec mon père, je te dis, qui faisait de la radio et tout, et mon grand-père, même en venant en France, alors c'était un fellah, un agriculteur, mais il était aussi prof d'arabe. Donc la langue, on connaît dans la famille. J'avais un capital culturel qui était assez développé par rapport aux autres gens de ma rue, de mon quartier, de mon école. Et du coup, c'était avec la langue que je me bagarrais. C'était la langue mon arme. Et donc la langue pour faire rire, la langue pour séduire, la langue pour me faire des potes, et la langue pour aussi frapper mes ennemis, entre guillemets. Parce qu'on a plein d'ennemis hein, dans la jungle du collège, du lycée. À fond, à fond. Et donc c'est ça, j'étais très curieux, et j'étais très... quand je te dis insolent, c'est que je m'ennuyais en fait, tu vois. Je m'ennuyais, il fallait que je m'amuse, et donc je m'amusais des élèves, et je m'amusais des profs, et je m'amusais de l'école. Et quand j'étais pas content, je le disais, donc j'avais plein de problèmes, je me suis fait virer plein de fois. Enfin, voilà, j'étais pas hyper à l'aise avec le cadre de l'éducation nationale, alors que j'avais des bonnes notes, quoi. Hmm. Donc tu étais en avance par rapport à ton âge, peut-être sur un plan intellectuel. Ouais, ouais, écoute, j'ai eu longtemps du mal à le dire parce que tu sais, ça fait surtout en plus en France, enfin, c'est pas très beau de dire nos qualités. Ça a changé maintenant, Ça peut-être. commence à changer, ouais. Peut-être on parle un peu d'enfants au potentiel. Ouais, c'est ça, j'étais totalement ça, à diagnostiquer au potentiel, bam bam. Ils voulaient me faire passer 2 classes, me mettre dans une école spécialisée. Mes parents ont pas voulu. Finalement, j'ai passé une classe. Je savais lire à 3 ans, en fait. J'ai appris à lire à peu près tout seul. Et puis après, à partir du moment où tu sais lire, bah, tu as 1 ou 2 ans d'avance sur les autres. Et en fait, cette année ou ces 2 années d'avance, je les ai entre guillemets gardées. Et donc, je m'ennuyais facilement. J'allais aux interros ou aux DS sans réviser. Et j'avais 17, 18. Enfin, tu vois, c'était. Du coup, le système n'était pas fait pour moi. On le sait que le système, il est fait pour la moyenne. Ni pour ceux un peu en dessous, ni pour ceux un peu au-dessus. Moi, il se trouve que sans avoir rien demandé à personne, j'en tire aucun mérite, tu vois. Il était pas, enfin, j'étais un peu au-dessus et donc oui, forcément, je m'ennuyais. Hmm. À quel moment la musique rentre dans ta vie? Alors, il y a 2 réponses. J'ai ma réponse à moi réelle, c'est-à-dire que elle rentre au collège.
Allez, fin de collège, je commence à écouter du rap vraiment. Ouais, au collège, je commence à écouter du rap. Fin collège, je suis vraiment à fond dedans et je commence à rapper en première, donc au lycée, deuxième année de lycée. Parce qu'il y a un atelier d'écriture en face de l'école, dans la bibliothèque en face de l'école et du coup, j'y vais avec mes potes. Mais en vrai, si je creuse, je te disais ça, c'est ma réponse première, mais en fait, si je creuse, je te dis que mon père a organisé enfin, a créé une radio pirate. Avant ça, il organisait des booms. C'est là qu'ils se sont rencontrés avec ma mère. En fait, il y a un truc de musique, je crois, dans ma famille de toute façon, tu vois. Mon, Mhm. mon père organisait des booms, et quand je lui ai demandé pourquoi, enfin, si tu veux, c'était un truc que je questionnais même pas. C'était normal. Mon père avait organisé des booms, je le savais. Il y avait plein de ses potes que je voyais à la maison, que je savais que c'était des potes de boom. Et un jour, quand j'étais plus âgé, à 20, 25 ans, je lui ai demandé mais pourquoi vous avez organisé des booms en fait. Il m'a dit bah parce qu'on rentrait pas en boîte. Tu vois, tout Ben, simplement. c'est de manière créative. Ah bah de ouf, Oui. bien sûr. Et du coup, bah oui, je me rends compte que je suis le fils de mon père et que évidemment, la musique était quand même déjà là. Mon père a toujours écouté beaucoup de musique, ma mère aussi, mais surtout mon père, il nous en a fait écouter plein. Et donc, elle était déjà là. Et si je me suis mis à faire du rap et à écrire des textes engagés, révoltés et tout ça, c'est aussi parce que mes parents écoutaient Renaud, écoutaient, tu vois, Johnny Cash ou des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Pas mal de personnes ont des parents qui écoutent la musique, mais pas tous se professionnalisent et c'est une vocation. Et je sais pas d'ailleurs, tout à l'heure j'ai écrit métier d'artiste. Ça m'a paru comme si c'était un oxymore en fait. Je sais pas si c'est un métier d'être artiste en fait. Je crois que c'est plus une vocation, c'est quelque chose qui nous est destiné. Donc c'est tu t'es professionnalisé entre guillemets, tu as lancé un album en 2017, c'est permis de déconstruire, donc je l'ai écouté, j'ai même une chanson préférée. Ah, cool. Et comment, en fait, on passe de euh, voilà, j'ai participé à un atelier d'écriture, j'ai une affinité et je sors un album. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a eu un moment d'épiphanie? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Comment on commence? Alors, il y a les deux. Je crois que c'est de toute façon du petit à petit. Il faut jamais le perdre de vue. Parce que si tu crois en une épiphanie, déjà, elle peut ne pas arriver. Et surtout, je crois que les petites épiphanies arrivent arrivent parce que tu es dans le petit à petit, si tu veux. Il y a une phrase de Picasso à qui on demande est-ce que l'inspiration existe. Il dit oui, elle existe, mais il faut qu'elle me trouve en train de travailler. Il y a ce côté-là aussi, je pense, dans la réussite de la Très carrière. beau, Tu très vois. très beau. Tu sais, ça me rappelle beaucoup aussi un livre que j'ai lu dernièrement de quelqu'un qui s'appelle Steven Pressfield, que je conseille vivement, qui s'appelle The War of Art, la Ok. guerre de l'art. Et il fausse un peu cette notion de muse. Voilà, je me sens inspiré. En fait, il disait que il le disait en anglais, put your ass where your heart wants to be. Mets ton cul là où Ouais, ton cœur veut être. En fait, c'est un peu ça. de ouf. Si tu veux produire de la musique, ben en fait, il faut produire de la musique. Et il parle de cette notion de résistance et comment l'enlever. Et je trouvais que c'était très, très vrai. Et ça m'a enlevé cette notion de ah oui, là, je me sens pas inspiré pour être créatif. En fait, je crois faut simplement y aller. C'est ça. Bah, je crois qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui explique, si je dois faire une version courte, euh, le cadre était là pour que j'y arrive. Alors, mes parents, attention, ils n'étaient pas contents que je fasse du rap, notamment mon père, parce que le rap avait encore plus à l'époque une mauvaise réputation. C'était une musique de délinquants, de voyous, etc. Et puis même, on veut pour nos enfants qui deviennent encore plus à l'époque avocats, médecins, je sais pas quoi, journalistes, pas rappeurs. C'est pas dans Parcoursup, tu vois. Même s'il n'y avait pas Parcoursup à l'époque. Mais le cadre était là, la culture, ça existait chez mes parents. Je te dis, tu vois, donc forcément, je suis en avance sur des gens socialement, sur des gens chez qui ça n'existe pas du tout. Donc il y a ça que je ne maîtrise pas, qui n'est pas de mon fait. Et puis après, il y a la persévérance. Beaucoup, beaucoup. L'audace et la persévérance. L'audace, donc, viser là où c'est pas prévu que je réussisse, tu vois? Y aller quand même, c'est pas grave, je vais essayer, on verra. Et c'est pas sur un malentendu, ça peut marcher, c'est en fait, ça peut marcher, il y a moyen. Et donc j'ai essayé, j'ai tenté des choses et parfois ça a réussi et tu vois, par exemple, même dans le mi je peux te raconter une anecdote du milieu professionnel, avant le rap, juste mon dernier boulot avant de faire du rap qui était journaliste pour le coup. J'ai pas fait d'école de journalisme, rien du tout. On est en 2000, je sais pas quoi, je dois avoir 19 ans et moi je suis fan de foot. J'aime l'OM. Je suis l'OM à fond et tout. Et il y a un site internet
qui s'appelle Le Phocéen, qui est le site numéro 1 des supporters de l'OM et le site numéro 1 de foot hors site officiel, tu vois. Et ils disent, on recherche des rédacteurs débutants. Moi, j'ai pas de taf, je suis à la fac, je m'ennuie, c'est ma première année de fac. Je m'ennuie, je sais pas travailler à la fac parce que j'étais en avance sur tout le monde, donc j'ai pas appris à travailler au lycée et tout. Et j'arrive à la fac, je sais pas bosser. Donc bref, je suis pas à ma place, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais mettre mon cul là où mon cœur a envie d'être. Et il y a ce truc-là où on cherche des rédacteurs. Bah, j'envoie une lettre de motivation. C'est pour aller bosser à Marseille. J'habite à Lille à ce moment-là, tu vois. Et j'ai 19 piges. Et le gars m'appelle. Et le gars, en plus, je reconnais sa voix. J'écoute ses podcasts et tout à l'époque. Le mec m'appelle, quoi. Et j'ai 19 ans. Et il me dit, mais. Et en fait, dans la lettre de motivation, je me suis interviewé. J'ai fait une interview de motivation. Et parce que c'était pour être journaliste. Donc je me suis dit, bah go, on fait une interview, quoi. Et je me demande à moi-même, bah oui, mais t'habites à Lille, c'est quoi l'histoire? On cherche à Marseille. Et je dis, bah je viens, c'est pas grave, je déménage. Et donc le gars, il me dit, t'es sûr, t'es chaud pour déménager et tout? Je dis, bah ouais, grave. Et on était genre, je sais pas, mercredi ou jeudi. Ou non, on était lundi, on était en début de semaine. Et il me dit, ok, entretien vendredi. Ok. Je dis, pas de problème, go. Je prends un Ryanair, entretien vendredi. J'y vais, je fais l'entretien vendredi. Et comme dans les films, il me dit, tu commences lundi. Je commence lundi, je sais pas où je vais habiter et tout. J'ai une pote qui est dans un squat et tout. Je réussis à me démerder et tout parce qu'en fait j'ai un peu de contact par le militantisme et par la musique à Marseille. J'arrive et le mercredi, il nous dit bon, une mauvaise nouvelle, c'est que les contrats aidés que devait nous donner Pôle Emploi, il y en a plus en fait. C'était des CDD de 2 ans et en fait il y en a plus. Par contre, ils ont des CDI. Donc en fait vous êtes, parce qu'on était 4, vous êtes tous en CDI. Et une semaine avant, j'avais rien. J'étais dans ma chambre, tu vois, à Lille. Une semaine après, j'habitais à Marseille, dans la ville dont je rêvais à 19 ans, avec le foot et le rap. J'adorais le foot marseillais et le rap marseillais. Et j'avais un CDI. Et un CDI, quand on a grandi à Aulnoy-Emery, c'est un peu le Graal, tu vois, d'avoir un CDI. Donc, bah pareil, tu vois, j'ai fait pareil dans le rap. Oui, tu sais, ça me parle trop parce qu'il y a aussi, désolé de citer encore un livre, Go. ça me rappelle en fait. Il y a un écrivain qui s'appelle Joseph Campbell. C'est un professeur de mythologie à une université américaine et qui parle toujours de ce mot, follow your bliss. Suis Bless, c'est un point de bonheur, de béatitude. Ok. Suis ta béatitude, à peu près, ou suis ton bonheur. Mais c'est pas vraiment un bonheur dans le sens hédonique. C'est plus une béatitude, c'est plus une paix, en fait, Mhm. où on se sent bien. Et il dit, quand on suit le bliss, donc le point de béatitude, finalement, les, les portes peuvent être fermées pour tout le monde. Mais pour toi, c'est ta destinée. Il y a en fait un alignement entre ton cœur et ta tête et ta destinée. Tu y vas. C'est fermé pour tout le monde. Mais pour toi, en fait, il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est très spécifique. En fait, quand on se met en mouvement, le monde conspire pour que ça se passe pour toi. Mais conspire pour que ça se passe pour toi. C'est vraiment, j'y crois. Hein. Bien J'y sûr. crois que quand parfois on prend un peu un risque, qu'on se met en danger et que on y croit. Mais quand on est sincère aussi, ça peut ne pas marcher quand on a une intuition qui est faussée. Ou Parce que ça peut ne parfois, pas marcher si la conspiration va dans l'autre sens. C'est-à-dire que la conspiration conspire pour que ça ne marche pas. Le monde conspire pour que ça ne marche pas, mais parce qu'il faut pas. C'est pas ta place. C'est pas là que ton cul doit être. exactement, Tu vois. exactement. Ça veut dire qu'aussi on s'est gouré par rapport à soi-même. Oui, Oui, oui. oui, mais après on apprend du fait de se gourer, tu vois. Mhm, exactement. Et vraiment, enfin, ma carrière, ma petite carrière, elle est jalonnée, et ma vie tout court, mais même ma carrière, elle est jalonnée que de trucs comme ça, d'endroits où c'était pas du tout l'idée. Je devais pas être là, tu vois. Mais j'y étais, et bah voilà. Ça, Ça se passe. ouais. Et ça pouvait pas. Enfin, c'est évident, ça pouvait pas se passer autrement. Et du coup, l'épiphanie qui me fait passer, moi, le stade d'amateur à pro, c'est à ce moment-là, tu vois, je bosse pour un journal à Marseille. Et il y a Saïd d'un groupe qui s'appelle Ministère des Affaires Populaires. Donc MAP, c'est un des seuls groupes à l'époque qui a percé en étant originaire du nord de la France. Et c'est un groupe de rap, mais qui joue avec un accordéon et un violon. Donc qui mélange les musiques populaires du nord et musique traditionnelle maghrébine. Mhm. Et donc ce groupe-là a marché, etc. Et lui, il vient de créer un autre groupe qui s'appelle ZEP. Enfin, ils viennent de se séparer. Il vient de créer un autre groupe qui s'appelle ZEP, Zone d'expression populaire. Et il m'appelle en me disant, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un en remplaçant de quelqu'un d'autre sur la tournée pour faire les machines et Mais les bacs. pourquoi elle t'a choisi toi?
On s'est croisés dans un colloque sur la jeunesse, les quartiers populaires, blablabla. Et dans ce colloque-là, les organisateurs me connaissaient parce qu'ils connaissaient mon daron, parce que c'est dans ce domaine-là que travaillait mon père. C'est ça là où je te parle de capital culturel aussi. J'ai eu la chance d'être le fils de mon père aussi, tu vois. Hmm. Euh, et on s'est croisés à cet endroit-là. Il a aimé ce que j'ai dit apparemment, et moi j'ai aimé aussi ce qu'il disait. Et puis bah voilà, il m'a appelé. Et il m'a dit, enfin pour plein de raisons. Il m'a choisi moi pour plein de raisons. Et bah voilà, parce que je pense qu'il aimait bien ce que je faisais artistiquement, humainement on s'entendait bien. Et voilà, il avait besoin de jeunesse, de disponibilité. Il pensait que je bossais pas. Je lui ai dit, mais je bosse. Mais c'est pas grave, je vais prendre tous mes jours de repos, c'est pour toi. Enfin, c'est pour venir sur la tournée, quoi. Avec des cachets d'intermittence et tout. C'était mes premiers cachets, vraiment, de travail pour d'être payé pour faire de la musique. C'est en quelle année ça? 2010 ou 2011. Ah oui, ok. Ouais. Parce que ton premier album est sorti en 2017, donc il y a eu un cheminement entre-temps. C'est le premier album qui est sur les réseaux, enfin qui est encore disponible sur les plateformes. Ceux d'avant n'y sont plus. Mais j'avais sorti des disques avant. J'ai sorti une première mixtape en 2011 et j'ai sorti un album en 2012 aussi. Pourquoi ils ne sont plus sur le réseau? Pour des raisons de droit et de l'agrégateur chez qui, donc ça c'est l'agrégateur, c'est la plateforme, enfin ou la société qui s'occupe de mettre les chansons sur les plateformes, a disparu. Ah mince. Ça s'appelait Zimbalam et je pourrais les remettre parce qu'en plus il y avait toujours des auditeurs et des auditrices. Je pourrais les remettre, mais bon, je suis plutôt dans une période où j'ai envie de regarder vers l'avenir que vers le passé. Et il me reste les disques en physique. Et s'il y a besoin, les gens peuvent me faire signe pour les écouter. Tu vois. Mhm, ok. Comment tu qualifies ta musique? Parce que quand j'ai écouté, bizarrement, j'arrivais pas à mettre de l'étiquette rap dessus. Pour moi, il y avait des chansons qui étaient vraiment très axées sur en fait, le verbe, donc la parole. Et ça me paraissait beaucoup plus ressemblant à du slam que du rap. Est-ce que c'est du slam? Est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est entre deux? Comment tu le qualifies? Peut-être que moi, ma connaissance du rap, elle n'est pas très, très développée comme la tienne. Mais avec mon œil naïf et mes oreilles naïves, c'est ce que j'ai pu entendre. Et ben, avant, je me bagarrais pour dire que c'était du rap. Parce que quand on est un peu spécialiste, en effet, il y a tout. Enfin, il y a tout du rap en fait, même si aujourd'hui le rap a pris plein de formes différentes. Mhm. Ce que je fais, globalement, 90% du temps, ça rentre dans le cadre du Ok, rap. ok. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, je crois, je me bagarre plus. Et en fait, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Donc, souvent on me dit slam, souvent on me dit rap, souvent on me dit chanson française ou chanson tout court, poésie. Eh ben, dites ce que vous avez envie de dire, c'est super. Moi, ça me va très bien. Bah alors, je suis pas le seul. Autant Non, pour moi, hein, parce donc, que moi-même, j'ai du mal, tu vois. Moi-même, j'ai du mal parce que t'imagines, ça veut dire qu'il faut mettre une catégorie, enfin, une étiquette pure, propre. Et en fait, c'est compliqué. Il y a plein d'artistes pour qui c'est compliqué, sans me comparer du tout en termes de niveau de développement, de tout ce que tu veux, de qualité. Mais Manu Chao, par exemple, c'est quoi? difficile à dire. Tu vois. Et on peut en citer plein. On peut en citer même James Brown. Difficile En à fait, dire. c'est de la soul, ou Non, en non. fait, c'est de la funk, ou en fait, c'est du disco, ou en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais en fait, Alors qu'on parle de James Brown, tu vois. c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que aussi c'était pour susciter un peu est-ce qu'il y a une étiquette ou pas. Mais finalement, parce que l'art, finalement, on s'exprime et le monde réagit. Et la Mhm. réaction, c'est un peu la perception. Il y a une grille de lecture. Les gens ont cette grille de lecture. Elle leur appartient. Donc finalement, s'ils n'y arrivent pas, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à catégoriser, c'est un bon signe. Ça veut dire que généralement, s'il n'y a pas d'étiquette, c'est ce que c'est. Ouais. Hmm. Bah, je sais pas si c'est bon signe commercialement, industriellement, c'est vraiment très mauvais signe. C'est difficile, Ah du bon? coup, pour moi. Ouais, ouais. Bah, très souvent, quand je contacte des gens, des journalistes, des médias, des attachés de presse, on me répond, ce n'est pas dans la catégorie de ce que je défends. Mais forcément, puisque c'est dans réellement aucune catégorie. Là, par exemple, il y a un média qui vient de me répondre, une dinguerie, sur un morceau qui s'appelle Balle dans la tête. Il y a un média qui m'a dit désolé, nous, ce qu'on partage, c'est plutôt. On est plutôt. Faudrait que je le lise, mais on est plutôt dans l'urbain que dans le conscient. Tu vois, c'est une dinguerie. Il y a un urbain non conscient, donc. Ouais, inconscient, du coup. Parce que là, le contraire du conscient, c'est l'inconscient. Donc, je sais pas. Moi, je suis conscient, apparemment, et puis il y en a qui ne le sont pas. Et voilà. Ok, ok, je vois, je vois. Mais en vrai, après, pour répondre aussi avec moins d'ironie, je crois appartenir ou essayer d'appartenir à la catégorie des artistes musicaux
qui euh, font passer, enfin qui ont tu vois, même ça, je mets du temps à le dire, mais c'est pas grave, parce qu'on a le temps ici, ça c'est cool, qui ont un attrait vers l'écriture, qui essayent de mettre l'écriture en avant, ou en tout cas pour qui ça part de l'écriture et du texte. Ça veut pas dire que la musique est moins importante, ça veut pas dire que la musique passe au second plan, pas chez moi en tout cas, mais je crois faire partie de la famille des artistes qui écrivent et qui portent attention à leur écriture et qui essayent de bien écrire, d'écrire beau. Et du coup, là, je crois que ça transcende les esthétiques musicales. Et en tout cas, je pars de mon goût. Moi, j'aime quand les artistes font ça, font attention à leur écriture. Et du coup, je peux écouter et aimer des artistes de plein de genres musicaux. Et je sais qu'en fait, c'est le cas de plein de gens. Il y a plein de gens qui écoutent des artistes pour les textes et pas seulement pour la musique. Et du coup, tu peux aller écouter Jacques Higelin, Christine and the Queen, Booba, Manu Chao, et je sais pas qui d'autre, mais tu vois ce que je veux dire, et même dans des langues hyper différentes, et Bob Dylan et Bob Marley, par exemple, alors que ça n'a rien à voir, mais ado, j'écoutais Bob Dylan, Bob Marley, comme faisant partie de la même famille, et pas que de la famille de ceux qui s'appellent Bob, tu vois. Oui, c'est clair. Bon, en fait, les deux ont une très belle plume. Mais Voilà. particulièrement Bob Dylan aussi. Oui, c'est pas la même façon d'écrire, t'as Oui, raison. oui. C'est pas la même façon Particulièrement d'écrire. Bob Dylan. Enfin, je crois qu'il a même reçu un prix Nobel Ouais, de de la littérature. littérature. Ouais. Donc, c'est de la poésie carrément, Ouais. ce qu'il fait. Oui, quand même. Et donc, en 2017, tu sors Permis de déconstruire. Comment cet album a commencé? Comment ça a débuté? Parce que j'ai vu des interviews de toi parler de Permis de déconstruire. Mhm. Est-ce que tu peux élaborer un peu pourquoi Permis de déconstruire? Alors, ça date un petit peu, mais oui, je peux encore t'en parler. C'est le premier album, pourquoi déconstruire? Pour plein de raisons. C'est le premier album que je faisais avec un seul compositeur. Donc avec Malik Berki, que j'avais rencontré en 2012, et qui, encore une fois, dans l'histoire de l'audace, Malik Berki, en 2012, moi je suis tout jeune, je suis un tout jeune rappeur, je le rencontre dans un open mic, et lui, c'est un compositeur qui fait le tour du monde. Pour la danse particulièrement, ou pour le théâtre, mais surtout pour la danse. Et je lui propose de bosser ensemble. Et il est OK. Et donc, on bosse ensemble en live pendant 2 3 ans. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, en fait, ça serait bien que je compose pour toi et qu'on cherche une patte musicale à ce que tu fais plutôt que tu ailles chercher des instruments à droite à gauche et que ça n'ait pas beaucoup de sens musical. Parce qu'à l'époque, en effet, la musique passe au second plan chez moi. Et à partir de Malik, qui est aussi une épiphanie, comme Saïd l'a été avant lui, c'est la musique prend toute sa place chez moi, dans ma musique, dans ma création, quoi. Et donc, on fabrique cet album ensemble. Je commence à trouver ma patte musicale qui est faite de percussions rap, qui reste rap, mais d'instruments de musique réels, entre guillemets, et d'instruments organiques, notamment de contrebasse. Un instrument qui est très chanson française, par exemple, même s'il est un peu jazz aussi, parce que Malik est très jazz. Et voilà, c'est un peu le début de ma recherche musicale qui aujourd'hui, avec l'album qui arrive et avec l'EP Mhm, actuel, mhm. qui sort là tout de suite, euh, est en train de devenir ma patte à moi, parce que du coup, maintenant, je m'affranchis même de ce que voulait Malik à l'époque. Même si je le laissais lui diriger, aujourd'hui, c'est plutôt moi qui dirige, même si je m'entoure d'autres gens, notamment de Malik d'ailleurs. Ah, ok. Donc, tu composes un peu ou tu laisses les autres composer pour toi ou tu donnes plus de directives Alors, ouais, on va dire que je dirige dans le sens donner la direction. Ok. Pas dans le sens directeur, tu vois, mais dans le sens donner Oui, la direction. je vois. J'aimerais bien aller par là. J'ai quand même des forts avis. Par exemple, je voulais que dans cet album qui arrive et dans cette EP, il y ait de la guitare partout, tout le temps. J'ai entendu ça. Ouais. Et qu'il y ait des chœurs partout, tout le temps aussi. Je voulais qu'il y ait la voix. Que la voix, ce soit l'instrument principal. Je voulais qu'il n'y ait pas de synthé non plus. Bizarrement, la chanson que j'ai le plus aimée, il n'y avait pas beaucoup De chœurs. d'instruments dessus. Ah, je sais laquelle alors. D'accord, ok. Cheveux blancs. Ah bah oui. C'est ma préférée. Eh ben, tu vois, alors je me permets du coup une pirouette, un salto arrière par rapport à ta question d'avant sur le genre musical. Alors, Cheveux Blancs, bon, clairement, c'est pas du rap pour moi. Euh, et j'ai fait écouter cette EP à plein de gens avant la sortie et même pendant la construction parce que justement, comme c'est la première fois que c'est moi qui dirige réellement la musique, j'avais peur. J'avais besoin d'être rassuré.
et j'avais besoin d'avoir des avis extérieurs, d'être Mhm, confronté, mhm. d'être bagarré, etc. Et allez, au moins 90% des gens qui ont écouté l'EP m'ont dit cheveux blancs, cheveux blancs, cheveux blancs, cheveux Ouais, blancs. ça m'a parlé directement. Alors, est-ce que c'est parce que la forme est différente? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que c'est parce qu'il est sincère, pur? Je ne sais pas. On sait pas. C'est comme ça. J'ai oublié, c'est Rick Rubin. Je sais pas si tu connais Rick Rubin, le Non. producteur de musique. Si je dis pas de conneries, je pourrais revérifier après, sinon Ouais. je vais éditer, mais je crois que c'est Rick Rubin si je dis pas de bêtises. Rick Rubin, c'est un gros producteur de musique américain. Il dit qu'en fait, il faut sortir, 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 sortir. Et le monde réagit avec un opus, une chanson, et on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas la formule, il dit qu'il n'y a pas de formule, c'est juste que c'est comme ça. Et des gens réagissent avec quelque chose. Puis c'est tout. En fait, je crois que c'est juste une question de feeling. C'est pas une question. C'est pas une question de cérébrale. Je crois que c'est plus de l'ordre Je de suis d'accord. l'émotionnel. Il Oui. est question que du cœur. Bien sûr. Exactement. Après, bien sûr que tu peux déconstruire, tu peux discuter avec la tête. Oui, mais ce morceau-là, tactique et tout. Mais en vrai, non, il y a beaucoup de. Parce que très souvent, bon, j'invente pas ça, mais très souvent, dans ma carrière, les morceaux qui sont sortis du lot sont des morceaux qui n'étaient pas prévus. Comme ça, en tout cas. Enfin, que c'est pas prévu que ce soit eux qui sortent du lot. Parfois, oui, tu es en studio, tu enregistres un morceau et tu dis, ouh, là, ça sonne, il se passe un truc. Il va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose, parce que en général, tu as quand même du pif si c'est ton boulot, quoi. Et puis même si tu as, si t'as l'habitude de le faire. Et parfois, pas du tout. Cheveux blancs, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Oui, oui, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai une chanson préférée dans Permis de déconstruire, c'est Une fleur à mon arbalète. Et j'ai trouvé ça Eh très ben beau. voilà, parfait. J'allais te le dire. Tu sais quoi, Une fleur à mon arbalète, c'est la chanson la plus écoutée. À part sur Permis de déconstruire, les chansons qui streament le plus, Permis de déconstruire, le titre éponyme, mais qui est en feat avec Saïd et Rossé, donc qui sont deux gros streamers. Euh, Parabole, mais Parabole c'est le single, c'est le clip, et juste après Une fleur à mon arbalète, alors que c'est un morceau qui devait peut-être même pas être dans l'album. C'est vraiment un morceau pour moi, quoi. Je me fais c'est pour moi, tu vois. Et bah voilà, faut que je continue à faire des morceaux pour moi, j'ai C'est l'impression. c'est super important ce que tu viens de dire, le terme pour moi. Il y a un blogueur qui est super connu aux États-Unis et en fait, il a un blog mais qui casse la baraque. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Il est tout seul à écrire et il est a un blog supérieur à ceux de CNN qui ont des moyens fous. Et en fait, on lui a posé la question, mais comment ça se fait que ça marche? Il a dit un truc. Il a dit chaque fois que je vais écrire un post ou un blog, j'imagine qu'il y a un gradin de personnes qui est en train de m'écouter et chaque personne, c'est moi. Ça Donc en défonce. fait, c'est une population de moi. Donc je me fais plaisir en fait. Mon public, c'est beaucoup de moi. Et ça marche en Ça fait parce défonce. qu'il se fait plaisir. Et ça se ressent. Et je crois que c'est de l'ordre des muses, c'est de l'ordre de quelque chose que je crois pas qu'on puisse voir. Sur des fréquences, c'est pas du FM, c'est du AM ou Ah non, AW. mais bien sûr. Mais tu sais, une fois, il y a pareil, une fois, il y a un gars qui m'écrit, dans les histoires dingues qui peuvent arriver. Une fois, il y a un gars qui m'écrit sur les réseaux. Il s'appelle Khalid. Et il me dit, écoute, je suis ce que tu fais et tout, et j'aimerais bien travailler avec toi. J'aimerais bien aller en studio avec toi, j'ai des chansons moi aussi, et j'aimerais bien que tu regardes un peu à ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec du rap, mais je sais pas, j'aime bien ta vision et tout. Est-ce que enfin voilà, est-ce que ça te dit d'aller en studio avec moi? Je dis bah ouais, grave, pourquoi pas. Et tu sais, sur les réseaux, tu reçois plein de messages, tu réponds plus ou moins vite et tout. Donc lui, je lui répondais plus ou moins vite, on se connaît pas quoi. Et mais tu vois, tranquille. Je dis bah cool, pourquoi pas, go, on y va, vas-y, fais-moi écouter ce que tu fais et tout. Il m'envoie un truc. Et en fait, ce gars, c'est le chanteur. Alors, je sais pas si toi, tu as connu ça, n'ayant pas grandi en France. C'est le chanteur d'un groupe qui s'appelait Le Silence des Mosquées. Je connais pas, non. Alors, Le Silence des Mosquées, c'est un groupe qui a cartonné dans les années 80, fin 90, début 2000, dans la communauté musulmane. C'est des Lyonnais, je crois, donc des Français musulmans, des Français d'origine maghrébine, mais musulmans, et qui chantaient des anachides, mais des anachides en français, des chansons religieuses, mais en français. Très très naïf, presque des chants d'église, quoi. Tu vois, si tu veux être tu peux être musulman même si tu t'appelles Christian et tout. C'était vraiment très chou. Moi, quand j'étais enfant, je les apprenais par cœur et je les chantais à la mosquée, tu vois. Mhm. Et il m'envoie ça. Et moi, je débloque. Je dis, mais comment ça, le gars que j'écoutais quand j'étais petit me dit, je veux que toi, tu travailles sur ma musique. Mais ça n'a aucun sens, tu Oui, vois. oui, parfois il y a des choses qui ça. Ah bah, truc de ouf. Et donc, bref, je te raconte cette histoire parce qu'il m'a dit un truc, du coup, on discutait pareil, comme on est en train de le faire maintenant. Et il m'a dit, tu sais, il faut se rappeler
qu'on n'est pas unique sur le fait du succès. Il me dit, en fait, on croit tous être unique. On nous fait tous les discours, chaque être humain est unique. Il me dit, c'est pas vrai. En fait, on est tous pareils. On se ressemble beaucoup, les êtres humains, tous. On a plein de traits communs. Et en fait, si tu fais une chanson qui te plaît à toi, il y a de très grandes chances qu'elle plaise à plein d'autres gens. C'est En vrai. fait, parce que t'es pas unique, excuse-moi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça parle aux autres. Bah oui. Ça parle aux autres. En 2018, tu sors un single qui s'appelle Troisième Tour, si je dis Ouais. pas de bêtises. Euh, mais après, ce que j'ai vu, c'est qu'en 2018, entre 2018 et 2022, tu as sorti quelque chose ou c'est. Désert total. Bah voilà, c'était ça ma question. Où est passé Ismaël Métis entre Hein. 2018 et 2022? Et au charbon. Au charbon. Ouais. J'ai fait énormément de choses. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Lettre à nos mines, une pièce de théâtre sur l'histoire des mineurs algériens du Pas-de-Calais. J'ai monté une conférence spectacle sur l'histoire du hip-hop qui s'appelle Le rap est une musique de vieux. J'ai donné des cours, j'ai créé un cours de rap au Flow, qui est le premier centre de cultures urbaines en Europe, et donc qui est à Lille, et on a monté un cours de rap. Donc je faisais la direction pédagogique, et il y avait d'autres profs qui donnaient des cours, et moi aussi, etc. J'ai monté une formation avec l'éducation nationale, avec le réseau officiel de l'éducation nationale qui s'appelle Canopé, une formation pour les profs qui s'appelle Octogone et Métaphore. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec le rap? Je me suis occupé de la compagnie Trou de Mémoire, qui est la boîte ou l'asso que j'ai montée pour héberger administrativement toutes mes activités, puis les activités d'autres artistes aussi. Et puis l'activité d'autres artistes aussi. Et, euh, et puis j'ai eu un enfant, Et hein. voilà. Et puis il y a eu le Covid. Je me suis formé aussi j'ai fait la formation du studio des variétés pour devenir coach scénique. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses, vraiment. Et j'étais un peu, pour être sincère, c'est un truc normalement on ne dit pas forcément en promo, mais j'étais plus, mes fesses n'étaient plus, je vais reprendre ton expression, je vais la garder, hein, mais mes fesses n'étaient plus là où mon cœur voulait être. C'est-à-dire que j'ai adoré faire tout ça, vraiment. Apprendre à écrire à des... Alors j'ai fait hôpital psychiatrique, prison pour mineurs, prison pour majeurs, secours populaire, collège, tout ce que tu veux. Tous les gens que tu peux imaginer, Institut des jeunes aveugles, on a écrit ensemble. Et en fait, c'était super. Je me suis rempli, je me suis vidé, je me suis rempli, je me suis vidé, j'étais un poumon d'écriture. Mais en fait, ce que je suis, moi, c'est ça, c'est écrire tes chansons et les dire devant les gens, tu vois. Tu as dû avoir en fait une expérience extraordinaire en travaillant avec les jeunes, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est que je crois qu'aussi il y a beaucoup de Français qui comprennent pas, c'est que quand ils voient la colère en fait de ces jeunes, et que parfois quand tu disais, parce que tout à l'heure on parlait en off, en micro, tu m'as dit que les jeunes qui brûlaient des voitures aussi, ils n'ont pas la chance ils n'ont pas mon talent, ils ne savent pas sublimer en fait euh, leur colère en une production artistique. Euh, Moi, par exemple, je n'arrive pas aussi à comprendre parfois. Mais je voudrais quand même taper un peu dans ton esprit, essayer de comprendre, parce que tu as vécu dans un milieu et tu as eu la chance de côtoyer aussi ces jeunes-là. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre de ces jeunes quand ils voient une telle colère? Qu'est-ce que toi tu vois, que tu comprends, et que tu dis, aussi, les gens ne comprennent pas ça. Il y a en fait, à un certain moment, une étanchéité, ça passe pas, en fait, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Alors, je reviens juste sur tes mots quand tu dis si les jeunes brûlent des voitures, c'est parce qu'ils n'ont pas mon talent. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je me Oui, oui, permettrai pas je autant sais, pour hein, moi. je Autant sais, pour moi. t'inquiète. Je sais que tu veux pas dire ça, mais du coup, je reviens dessus quand même. Je disais que parce qu'en fait, tu opposais quand on était en off tout à l'heure, comme ça enfin dans la phrase, tu disais il y a, en gros, on met en avant dans le PAF euh, plutôt les gens qui vont casser des voitures plutôt que ceux qui font bouger les lignes. Et moi, je t'ai répondu, mais je crois en fait que ceux qui cassent des voitures font aussi bouger des lignes. Malheureusement, en fait, on arrive là. Et du coup, ce que je peux te répondre sur ça, sur la compréhension du fait de casser des voitures, moi, je sais pas, je vais pas, tu vois, je vais pas m'inventer ni sociologue, ni jeune qui casse des voitures. J'ai jamais cassé de voiture, j'ai jamais balancé un cocktail Molotov. Mais j'ai déjà été en colère. Et je sais ce que c'est aussi, ça m'arrive encore régulièrement d'être en colère. Et pas la colère parce que, j'en sais rien, parce que j'ai fait tomber une tasse que j'aimais bien. La colère qui vient de la hagra, la colère qui vient de l'humiliation permanente, la colère qui vient de l'autorité
qui qui tentent de te briser et qui tentent de te soumettre. Ça, nous, on connaît ça. Quand je dis nous, c'est nous, enfants d'immigrés issus des colonies qui avons grandi en France. Nous, on connaît ça depuis la maternelle, depuis tout petit. Et en fait, évidemment, quand on te pique, qu'on te pique toute la Donne-moi journée, un toute la exemple de nuit, pic. il y en a un milliard. Je peux te donner, bah, que tu connais les contrôles aux faciès, les profs à l'école, comment ils se comportent avec nous. Ou je peux te donner un tout premier exemple. Par exemple, en maternelle. Souvent, je raconte cet exemple-là parce que c'est un des premiers. 5 ans. Je suis en maternelle. Je crois qu'on est 3 ou 4 maghrébins dans la classe et je suis le seul garçon. Les 3 autres, c'est des filles et le reste, c'est des blancs. Et la directrice, donc la directrice, c'est quelque chose, hein, à l'époque, tu vois, la directrice quand t'es en maternelle, Ouais. elle réunit toute la classe et elle dit, il y a un souci, il y a quelqu'un qui a découpé des manteaux avec les ciseaux, qui a découpé les poches des manteaux sur les porte-manteaux, quoi, et qui a volé de l'argent. On a 5 ans. Qui a volé de l'argent. Et on sait qui c'est. On attend que la personne se dénonce. Donc, ok, on est tous là, à la fois terrorisés par la directrice et à la fois, en tout cas moi, serein. Parce que, bah, ok, d'accord, j'attends. Moi aussi, tu vois, trop bien, on attend. Et elle dit, on attend que la personne se dénonce, ok, personne. Bon, Ismaël, on sait que c'est toi. Il y a des parents qui t'ont vu en train de découper dans les poches des porte-manteaux et de voler de l'argent. Ça veut dire quoi, en fait, à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont allés inventer ou qui sont allés. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi, mais en tout cas, lui là, c'est lui. Tu vois. Et à ce moment-là, moi j'ai compris. Bon, je savais un petit peu avant déjà. Je savais déjà que j'étais pas comme les autres. Je savais que j'étais arabe. J'ai découvert que j'étais arabe et que j'étais pas blanc. Par exemple, parce qu'on mettait du hanna à l'Aïd et qu'on arrivait à l'école et que les autres enfants ils disaient ah c'est quoi ça, c'est pas propre. Bon, ça c'est cool encore. Tu vois, je veux dire, c'est pas, il y a pas de rapport d'autorité entre les Oui, enfants oui, et moi. c'est... Ouais, c'est comme si j'avais un pantalon rouge et que tout le monde a un pantalon bleu. Bon, ok, ça, tu vois, ça reste dans les embrouilles, dans les enfantillages, entre guillemets. Il y a une étape un peu différente quand arrive Noël et que à la rentrée, tout le monde se demande, toi, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Et que moi, j'ai rien eu. Parce que c'est pas Noël. Et que tu as deux solutions, soit tu inventes un cadeau, soit tu dis que tu n'as pas eu de cadeau, mais ça crée une conversation, etc., que tu n'as pas envie d'avoir, surtout quand tu as 3 ans ou 4 ans, etc. Donc ça, c'est encore avant. Et après, il y a cette étape-là, l'étape de la discrimination réelle, de l'injustice, de où tu es pointé du doigt parce que, et tu le comprends très bien en vérité. Moi, je me souviens très bien du sentiment, c'est pas un sentiment post-créé ou je sais pas quoi, je me souviens très bien à ce moment-là que Hmm. c'est parce que je suis maghrébin. Je le sais. Je veux dire, c'est officiel d'office, il n'y a pas d'autre possibilité, tu vois. Et ça m'est arrivé, ça je t'en raconte une, mais je peux t'en raconter plein de fois. Plein de quand on te force à manger du porc à la cantine, ou alors la meuf de la cantine qui regarde ta carte, comment tu t'appelles? Ismaël, alors ils font de ses prénoms maintenant, enfin, tout le temps. En fait, toute la vie, toute la vie, tout le temps, on te rappelle que t'es pas chez toi, que t'es pas à ta place, que t'es un être inférieur, plus ou moins. Euh, des conversations de dingue, tu vois. Je sais pas, euh, plein en fait. Plein qui sert à rien d'étaler ici, je pense, mais vraiment, il y en a plein, et c'est tout le temps, c'est permanent. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est permanent, c'est un fil rouge. C'est comme, tu sais, les gens qui ont des acouphènes. J'en ai d'ailleurs. Bah, tu vois, ça rend irritable. Oui, Ou les migraineux. oui. Enfin, tu vois, t'as mal tout le temps. Donc, ça te rend irritable, forcément. Mais c'est pareil. Le racisme, la hagra, ça te rend irritable aussi. Et parfois, tu diriges ta colère contre la mauvaise personne. Où les gens disent ouais, mais ils crament des voitures, pourquoi ils vont pas cramer à l'Elysée? Alors, d'abord, parce qu'à l'Elysée, bah, tu peux pas t'approcher. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de transport pour y aller quand tu habites là où habitent les Maghrébins et autres, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Maghrébins, évidemment, les Noirs et puis même les Blancs de quartier ou de campagne qui sont aussi une sous-France. Et, et aussi parce que bah, quand tu es en colère, en fait, eh ben, moi, là, si je pique une colère tout de suite, je vais pas me dire, bon, qu'est-ce que je vais casser dans cette pièce? Non, je vais casser la tasse, parce qu'elle Hmm. est à côté. C'est tout, tu vois. Et en plus, donc je terminerai par ça sur cette question, je trouve, moi, que la colère, elle est pas si, la colère des émeutiers, elle est pas si aveugle qu'on veut bien le faire croire, parce que en fait, alors bien sûr, il y a les voitures qui crament,
les voitures du quartier qui crament, mais déjà beaucoup moins que dans les émeutes de 2005. C'est beaucoup des institutions qui ont cramé. On a cramé la poste, on a cramé l'école, la bibliothèque, et les gens disent ouais c'est grave, ils crament les écoles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bah oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'école est un lieu de reproduction des inégalités, voire un lieu de création des inégalités, toutes autant qu'elles sont, des inégalités sociales, des inégalités raciales, des inégalités de genre. L'école c'est la fabrique des inégalités, et donc forcément quand on est en colère parce qu'on est dans le mauvais camp de l'inégalité, eh ben on va aller cramer l'école, c'est évident. Hmm. Il y a un rappeur qui s'appelle Danny Dan qui dit quand la rue parle, elle se met en colère, elle brûle ceci, cela et tout, mais elle crame jamais la synagogue, l'église ou la mosquée. Et en fait, c'est vrai. Ça veut bien dire que c'est pas aveugle. Il y a des endroits qui sont pas cramés. Ouais, les endroits de culte, les endroits Exactement. sacrés. Il y a des endroits qui sont sacrés pour les émeutiers, qui ne crament ni église, ni mosquée, ni même les hôpitaux en vrai, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas aveugle, c'est pas vrai. Souvent, parce qu'on veut les considérer comme justement des gens qui savent pas écrire, qui savent pas lire, donc qui sont en colère. Je pense pas ça. C'est des gens qui vivent la violence tout le temps, depuis leur plus tendre enfance, depuis leur plus tendre jeunesse. Quand on grandit dans un quartier populaire ou quand on grandit de toute façon en France, mais encore plus dans un quartier populaire où on est dans un HLM où l'ascenseur marche pas, ou quand on est une famille de 6-7 dans un F2 ou un F3. Et je caricature pas, malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. Et qu'on vit la police, et qu'on vit dans une école publique où il y a un prof blanc pour, allez, dans les ZEP, c'est 15, 16, 17, parfois c'est 18, 23, 25 si t'es pas dans la bonne carte scolaire, 30 élèves. Tout ça, c'est violent en fait. Tu vis la violence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment que tes réactions vont être violentes. En fait, c'est pas étonnant. Hmm. Mais en fait, peut-être que je dois faire l'avocat du diable aussi parce que je veux aussi comprendre un truc parce que pas mal de fois j'entends des Français parler aussi. Ils parlent des Français qui viennent des régions de France et ils les regardent de haut aussi. Les Quand, Parisiens regardent les gens de province de haut, oui. Ouais, ouais. ou même ils disent voilà, c'est des personnes, je ne vais pas utiliser des termes parce que je trouve que c'est totalement injurieux, mais ils utilisent des termes très violents par rapport à des personnes qui viennent aussi voilà, des patelins et ils disent voilà, c'est des personnes un peu paumées en fait. Il y a aussi ça, non, ou c'est moi? Non, non, bien sûr. Il y Bien a, sûr hein. qu'il y a ça. Hmm. Oui, mais après, c'est pas à la même échelle. C'est pas de la même façon. Quand tu allumes la télé aujourd'hui, n'importe quelle chaîne, viens, on allume la télé tout de suite, on regarde n'importe quelle chaîne, n'importe quel film, n'importe quel téléfilm, n'importe quelle émission, talk show, tout ce que tu veux. On va pas parler des gens de campagne, tu vois. On va pas dire, oh, les blancs de campagne, vraiment, c'est à cause d'eux que la France va mal. Non. On va dire, la France va mal à cause des musulmans, à cause des Noirs et des Arabes, ou à cause des Noirs et des Arabes et des musulmans. Enfin, tu vois. Oui, oui, c'est un package. Ouais, des fois ça bouge, on sait plus trop. Des fois c'est les abayas, des fois c'est. Enfin, tu vois, le nombre de polémiques qu'il peut y avoir sur les musulmans, C'est clair. enfin, il y en a tout le temps une nouvelle, tu vois. Et donc, c'est pas la même chose que le mépris qu'il peut y avoir pour les provinciaux. Et je suis assez bien placé pour le parler parce que je vis les deux. Et en plus, moi, je viens pas de n'importe quelle province, je viens du Nord. Et le Nord, alors là, vraiment, tu vois, c'est vraiment la province des pecnos, la province des pauvres, des consanguins, des tout ce que tu veux, tu vois. Et on peut avoir, oui, un petit mépris pour moi, mais ça n'a rien à voir. Je me suis jamais fait contrôler par la police parce que j'étais un ch'ti. Je me suis fait contrôler par la police parce que j'étais un maghrébin. Hmm. Ok. Bon, c'est vrai qu'on a fait un segue mais je tenais quand même à essayer de comprendre ça. Et est-ce que parfois, en fait, déjà revenons à ton album. Donc, tu as sorti un album en 2017, puis tu as fait un single, un troisième tour en 2018. Et là, tu viens de sortir. Donc, tu m'as dit cette période où tu t'es nourri, pardon, où tu t'es nourri de la vie associative que tu as parlé. Donc, j'ai beaucoup aimé l'initiative. Comment tu l'as appelé? Attends, je l'ai ici. Euh, Tu parles de la formation des profs. non, je vais te dire. Celle avec la compagnie de Trou de mémoire. Peut-être tu peux me dire de quoi tu parles et je vais te retrouver le nom. Ah, Lettre à nomine. Ah oui, lettre anonyme, ouais. Lettre à Ouais. nomine. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, tu as fait. Donc, tu as
créé cette association avec ton acolyte, je crois. Avec Hichem, ouais, qui est un Avec grand de Hichem, mon quartier, exactement, ouais, ouais. la compagnie Trou de Mémoire. Et après, il y avait Lettre Anonyme. Et tu m'as dit que tu t'es nourri finalement. Donc, je crois pas qu'aussi que ça a été aussi un désert artistique parce que finalement, ça t'a nourri énormément. Et donc, tu es revenu dernièrement, j'ai vu avec euh, euh, un opus qui s'appelle La balle dans ta tête. Donc, j'ai regardé le clip. C'est très fort, en fait. C'est un message qui est extrêmement fort. Euh, et le son, c'est profond aussi. Quel est le message que tu voulais passer avec ce single? Alors, quand j'écris Balle dans la tête, on est en pleines émeutes. Quand je l'écris, quand je l'enregistre, je le fais d'un coup, très vite. Et c'est pas calculé. C'est-à-dire que c'est calculé que je sorte un EP, que je sorte des singles, que je sorte un album juste après. Mais ça, c'est hors calcul. Ça arrive parce que ça arrive, c'est comme ça, il faut. Et le message que je veux faire passer, bah, c'est ce que je répète, la phrase qui se répète un peu comme un mantra, là, comme ça, dans le morceau, c'est ça pouvait pas se finir autrement. En fait, c'est normal ce qui arrive. C'est-à-dire que c'est complètement normal que Naël se fasse tuer. Normal dans le sens, en fait, logique. Logique, vu la façon dont la police se comporte, vu qui est dans la police, vu comment est formée la police. C'est normal qu'on finisse par tuer des jeunes maghrébins. Et c'est normal aussi, logique, qu'il y ait des émeutes derrière. Et c'est même pas normal et pas logique qu'il n'y en ait pas plus, et qu'il n'y en ait pas plus souvent. Parce que on a une police qui vote en majorité pour le Rassemblement national, par exemple. Parce qu'il y a le syndicat Alliance qui est truffé de fachos et qui est le premier syndicat, le syndicat qui est toujours invité à s'exprimer dans les médias parce qu'on a Zemmour à l'élection présidentielle alors qu'il est plusieurs fois condamné pour incitation à la haine, pour discrimination. Parce que Hortefeux était ministre et il a été aussi condamné pour propos racistes. Enfin, tu vois, c'est normal en fait. C'est normal, c'est pas étonnant. Quand les gens s'étonnent, waouh, c'est incroyable. Non, en fait, c'est normal. Et moi, je me suis retrouvé dans les endroits où on milite contre les violences policières ou contre les crimes policiers et les crimes racistes en général depuis des années. Et en fait, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est Et, ça- et 10 à 15 morts par an. c'est que les Maghrébins ou est-ce que c'est les C'est statistiques, elles disent quoi? C'est écrasante majorité maghrébin et c'est africain en général, écrasante majorité d'Africains, Hmm. donc nord-africains ou africains subsahariens. Et de temps en temps, il y a des blancs, comme il y a Cédric Chouviat, par exemple, comme il y a eu, mais ça, ce sont des cas particuliers, Rémi Fraisse, donc Rémi Fraisse qui s'est fait tuer pendant une manif. Et je me souviens, je sais plus de qui est cette phrase, mais je la trouve incroyable, qui disait la différence, c'est que les blancs, que la police tue des blancs pour ce qu'ils font. C'est-à-dire que Rémi Fraisse, il était dans une manif. Donc la police tue les blancs pour ce qu'ils font et elle tue les non-blancs pour ce qu'ils sont. C'est ça la différence. Oui, mais Naël, enfin, parce que là, on discute, après, je peux couper, Non, non, vas-y. mais aussi, je veux comprendre, parce que Naël, en fait, on l'a sommé de s'arrêter, il n'a Mhm. pas voulu s'arrêter Oui, il aussi. y a un refus d'obtempérer dans le Euh, cas de Naël. oui, oui. En effet. Parce que moi, par exemple, si un flic me dit tu t'arrêtes en me pointant un pistolet, je m'arrête. Hein. J'ai peur Oui. pour ma vie, en fait. Je Eh dis ben, ok, tu vois, ok. ça, alors je reviens, je te réponds d'abord et après on revient sur ce que tu dis parce que c'est hyper important, je pense. Euh, Dans le cas de Naël, il y a un refus d'obtempérer. Alors, il n'y a toujours pas de peine de mort en France, il n'y a plus. Donc ça veut dire que refus d'obtempérer, la sanction, c'est pas la mort. Déjà, premièrement, donc ça, dans le droit légal, ça marche pas. Ensuite, enfin, je veux dire que le policier tire, c'est légiféré. Il a le droit de tirer, le policier, sur quelqu'un, mais c'est dans un cadre légal. Il faut qu'il y ait autant de sommations, etc. Il faut qu'il y ait un danger. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il te pointe et qu'il dit tu t'arrêtes ou je tire, il n'a pas le droit de faire ça en fait, tu vois. Et de tirer après, encore moins. Mais même, il y a plein d'autres cas. Le cas d'Aliziri, par exemple, qui est un Chibani de 70 ans qui s'est fait juste tabasser à mort par la police. Il n'y a aucun refus d'obtempérer, il n'y a rien du tout. Mamadou Marega, Adama Traoré, il y en a plein. Il y en a plein. Mais plein, c'est 10 à 15 morts par an qui sont recensés. Ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres en plus. Et où il n'y a ni refus d'obtempérer, ni rien. Ou alors, comment ils appellent ça, rébellion, ou rien. Parfois, il n'y a rien du tout. Ça arrive qu'il n'y ait rien. C'est juste, c'est comme ça. Le mec qui passait au mauvais endroit, au mauvais moment, ou des balles dans le dos, ou... Tu vois ce que je veux dire?
Et même quand c'est pas des balles dans le dos, en fait, quand c'est un refus d'obtempérer, en fait, la question n'est pas là. Encore une fois, ça s'est passé comment? Je commence le morceau comme ça. Ça s'est passé comment? C'est pas ça la question. Je reformule correctement. Ça pouvait pas se finir autrement. C'est-à-dire que avec tous les discours qui sont posés dans les médias, la façon dont les policiers sont formés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés, ou très peu, ils connaissent rien à la sociologie. Et les notes des policiers, elles sont les notes qui font en sorte que tu puisses avoir ton examen, elles sont sans cesse baissées. Tu vois, les moyens qui sont donnés à la police, les moyens psychologiques d'encadrement des policiers, c'est-à-dire qui est-ce qui fait qu'on va te donner une arme et qu'on va contrôler si tu es bien en position pour avoir une arme. Le fait, en effet, que je vais me répéter, mais que les policiers votent en majorité pour l'extrême droite, etc. En fait, tout ça, ça ne peut que mener à ce qui s'est passé avec Naël. Ce qui s'est passé avec Naël, c'est pas la conséquence d'un refus d'obtempérer, c'est la conséquence de tout ça. Hmm. Tu vois. Mais aussi, ce n'est pas le fait aussi que les voix qui divisent sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus euh, appuyées par les médias, ou plus ou moins elles sont visibles que les voix qui rassemblent, parce que finalement, quand on voit les gens, en fait, les différentes communautés qui habitent la France, et qu'on essaie de les rapprocher, il y a énormément de dénominateurs communs, il y a plein de choses, d'éléments sur lesquels on peut rassembler, en fait, les gens. Mais j'entends presque rarement un discours qui rassemble. J'entends plus un discours qui divise. Mais bien sûr, parce que les médias appartiennent à qui? Les médias n'appartiennent pas à des gens qui ont pour intérêt de rassembler les gens. Les médias appartiennent à des gens qui ont pour intérêt de nous diviser, qui ont pour intérêt de maintenir Macron, par exemple, ou les politiques libérales au pouvoir. Les médias appartiennent par exemple à Bolloré, tu vois, ou à ce genre de milliardaires qui sont très très contents en fait qu'il y ait une extrême droite très forte au-delà de Bolloré qui en plus pour le coup politiquement est un facho, mais même s'il ne l'était pas, il aurait grand intérêt à ce qu'il y ait une extrême droite très forte en France, parce qu'une extrême droite très forte en France favorise euh, que Macron y reste, puisque c'est comment je vais dire, l'ennemi idéal pour l'extrême droite. C'est le sauveur, quoi. C'est le rempart républicain. Du coup, tout le monde va voter pour Macron pour pas avoir l'extrême droite. Et en fait, après, Macron, on sait très bien que c'est politique. C'est pas qu'on sait très bien, c'est qu'on voit dans ce qu'il fait, les politiques, ce qu'il met en place, ces réformes sont bénéficiaires aux milliardaires, comme Bolloré, etc., et aux gens et aux tenants des médias. C'est juste Ouais. ça, c'est juste une histoire d'intérêt financier. Il y a aussi de l'idéologie, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment, qui croient vraiment, parce qu'on leur a rabâché depuis qu'ils sont tout petits que nous sommes des êtres inférieurs, plus ou moins, mais il y a plein de gens, en fait, pour qui c'est juste une histoire d'intérêt. Hmm. Et donc, je voulais revenir vite fait sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, moi, si on pointe un fusil ou une arme sur la tête et on me dit arrête-toi, je vais m'arrêter. Tu te rends compte que ce gars, il a 17 ans et il le fait pas. Ça veut dire quoi en fait? Il se rebelle Mais à quel prix? à sa vie. Ouais. Ça veut dire que quelle importance elle a sa vie pour lui-même? T'imagines la dinguerie dans laquelle on est? C'est un enfant de 17 ans dans un pays qui est 3, 4 ou 5e puissance mondiale. Zahama, le pays des Lumières. Et ben un enfant de 17 ans en France, aujourd'hui, sa vie, Il c'est pas s'en fout. important. Ouais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, c'est ça. Pour moi, le vrai truc de ouf, C'est ça le vrai message. C'est que oui, lui, il s'en fout. c'est qu'il s'arrête pas. Bah oui, c'est T'imagines? En vérité, c'est sur ça qu'on devrait faire un film et ce sur quoi on devrait discuter tout le temps dans les médias, dire mais punaise, pourquoi il s'arrête pas? Bah, C'est dingue. c'est comme les personnes qui traversent la Méditerranée. Pour eux, leur vie ne vaut rien. Exactement. Mais même quand on va cramer une voiture ou quand on balance un cocktail Molotov, pourquoi moi je vais pas balancer de cocktail Molotov? Mais parce que j'ai peur. Parce que j'ai beaucoup à perdre. Parce que j'ai un taf. Parce que j'ai un petit gars. Parce que j'ai du matériel, j'ai une condition sociale. Tu as un avenir. Ouais. C'est ça, c'est tout ça qui me retient d'aller balancer des cocktails Molotov. Et autres, quand j'avais pas tout ça et que j'avais 17 ans et que j'étais chez mes parents, j'avais un cadre familial rassurant, aimant, etc., avec plein de défauts, mais comme partout. Donc oui, il y a pas que... Mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est-à-dire quand tu es dans le nihilisme de rien, quasiment, et ben oui, tu vas acheter des cocktails Molotov. De ouf. Hmm. Bah écoute, c'est pour ça que je fais aussi ce podcast. C'est pour essayer d'être une voix qui rassemble les gens, d'être une voix aussi qui essaie de mettre les gens en accord. C'est pas pour diviser, c'est plus pour rapprocher les gens, parce que je crois qu'on a énormément de points en commun.
Et il y a énormément de personnes aussi qui font bouger les lignes en France, qui avancent, qui sont d'origine nord-africaine. Mais malheureusement, on n'en parle jamais et j'ai jamais vu en fait des gens en parler. Et donc, à mon échelle, j'essaie aussi de mettre la lumière sur ça. Mais c'est triste à entendre, c'est réellement triste. Moi, ça me fait mal au cœur. Sur cette note joyeuse, Hmm. sur cette note joyeuse, mais il fallait qu'on en discute parce que je voulais réellement comprendre. Et merci pour tes réponses. Tu vas sortir un extended play, donc un EP, à la fin de cette année, donc dans pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'au moment où les gens pourront écouter, ça sera peut-être même déjà sorti. Oui. J'ai déjà écouté des extraits et comme je t'ai dit, j'ai beaucoup aimé Cheveux Blancs. Donc, spoiler alert. Si tu pouvais résumer cette EP en un mot, ça serait quoi? Difficile. Comment tu veux que je fasse? C'est trop dur. Bah alors en une phrase. Si, je pourrais dire enfin. Enfin. Ouais. Enfin, parce que ça faisait longtemps que j'attendais. Enfin, que j'attendais pas, mais ça faisait longtemps que j'avais envie. Enfin, un EP qui ressemble exactement, enfin presque exactement à ce que je veux faire, musicalement, Mhm. en tout cas. Oui, enfin de retour, quoi, sur faire des concerts et tout, être sur la scène, écrire des textes et les envoyer, faire ce qu'on est en train de faire là tout de suite, la promo et tout. C'est ce que je suis, quoi. Ce que je suis, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire, c'est enfin, quoi. J'avais envie de ça depuis longtemps. Mhm. Enfin. Créer une pièce artistique n'est pas chose simple. Quelle est l'idée reçue que les gens ont sur le métier d'artiste? Ah, que c'est pas un métier, qu'on se repose. Moi, très souvent, on m'écrit, encore tout à l'heure, il y a une pote avec qui j'ai bu un café hier, qui me dit Tu bosses aujourd'hui? En fait, je sais même pas quoi répondre à cette question. Bisous Hélène d'ailleurs. Je sais même pas quoi répondre à cette question. C'est-à-dire, j'ai répondu bah oui, tous les jours, tout le temps. Je fais que ça. Et que c'est facile et que ça doit être super de vivre de sa passion et tout. Mais non, c'est pas facile. C'est difficile, sa race. C'est difficile, c'est dur, c'est la souffrance permanente. On n'en parle pas parce qu'on veut pas se plaindre. Et moi, j'en parle pas. Je dis jamais qu'on souffre de ce métier. Euh, En pleine EP, par exemple, j'étais en vraie déprime, vraie déprime, et je voulais écrire ça. Je voulais mettre ça sur les réseaux sociaux, dire vous imaginez pas toute la souffrance que ça coûte pour qu'une chanson arrive à vos oreilles. Mais je peux pas décemment faire ça. Je suis enfant d'ouvrier et petit enfant d'ouvrier. Et je sais aussi ce que c'est la souffrance de l'usine et c'est incomparable. Donc je peux pas dire ça à des gens qui souffrent tout le temps et qui font un métier qu'ils n'ont pas choisi. De dire que moi, me plaindre que moi je souffre d'un métier que j'ai choisi. Mais c'est la réalité. On fait que ça, souffrir tout le temps. C'est des montagnes russes. Parce qu'en plus, si on est là, c'est qu'on a aiguisé notre sensibilité, ou qu'elle était déjà aiguisée au départ, et que du coup, on reçoit tout fort. C'est-à-dire que moi, quand je suis heureux, mais je suis super heureux. Je suis très heureux d'être avec toi là aujourd'hui, là, par exemple. Vraiment, je vis Bah, ma pareil. meilleure life. Alors qu'il n'y a rien, tu vois. On est en C'est train de clair. faire juste un Bah, c'est ça la podcast, c'est vie. bidon. Je suis refait Mais c'est de clair. ouf. C'est clair. Et je peux être en déprime totale pour, je sais pas, j'en sais rien, un message que je reçois ou que je reçois pas, ou je veux dire dans le cadre artistique, dans le cadre de mon boulot. Et en fait, il y a très peu de boulot qui offre autant de... De montagne russe. Ouais, et émotionnel. C'est clair. Euh, Comment aider les personnes qui ressentent le besoin d'exprimer quelque chose de profond en elles, mais qui se sentent bloquées ou hésitent à le faire? C'est compliqué. Là, comme ça, en une phrase à distance, mais j'essaye quand même. Faites-le. Faites-le. En fait, il y a pas, j'ai pas dit faites-le bien. J'ai pas dit faites-le de manière belle. Faites-le au mieux. Faites-le et ça va être super. Non, faites-le, c'est tout. Point barre. Tu le fais. T'as envie de le faire, tu le fais. Tu crois que ça peut être bien, peut-être, je sais pas quoi, tu le fais. Point barre. Et c'est tout. Et ensuite, tu l'améliores, etc. Mais d'abord, on fait. D'abord, on fait, c'est tout. C'est tout. Je me souviens on a posé la même question à Oxmo à peu près, Oxmo Puccino. Il y a quelqu'un qui lui demandait en interview qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'écriture mais qui a peur du regard des autres. Et j'avais été dérouté parce qu'il avait répondu, je lui dirais de ne pas le faire. Parce que s'il a peur du regard des autres, il vaut mieux arrêter maintenant. C'est clair, parce que c'est une vulnérabilité finalement. Ouais. C'est
C'est quelque chose, on se met un artiste quand il sort quelque chose, finalement, c'est une partie de lui-même qu'il expose un peu. Mhm. Et si les gens, en fait, n'aiment pas, ça peut lui faire mal aussi, parce que c'est une partie de lui-même, finalement, c'est une expression profonde de son être. Mais déjà, on est plein à le faire. Plein, plein, plein. Souvent, moi, quand je rencontre des gens que je connais pas encore et que je dois, un groupe de gens avec qui je dois travailler, un groupe de 10, 20, 30 personnes, je demande qui écrit ici ou qui crée déjà. Donc, qui dessine, qui, etc. Mais bon, évidemment, comme moi, c'est l'écriture, c'est plutôt vers l'écriture. Et en fait, il y a au moins, allez, pas loin de la moitié, en fait, hein, au moins 30-40% des gens qui me disent ouais, moi, j'écris dans mon coin. Des petites phrases comme ça, des aphorismes, ou alors j'écris quand ça va pas. Souvent, c'est quand ça va pas. J'écris quand ça va pas. Ou alors, quand j'étais jeune, j'écrivais un journal intime, mais j'ai arrêté. Ou alors, j'écrivais des histoires. Des gens qui me disent ouais, moi, j'ai écrit 2 livres, 2 romans. Ah ouais, ils sont sortis. Non, non, c'est dans mon coin, comme ça, mais c'est nul. Donc ça, tout le monde dit ça. Mais tu vois, en fait, on est plein. C'est fait partie de l'être humain. C'est-à-dire que les êtres humains respirent, ok, personne ne va contester ça, mais les êtres humains créent. C'est aussi naturel pour moi, vraiment. Ça fait partie, c'est caractéristique de l'être humain. On crée, tout le monde. Les enfants, ils gazouillent. Avant de parler, ils chantent. C'est vrai. Ben ouais, avant de parler, ils chantent, bien sûr. Un enfant, n'importe quel enfant qui commence à tenir debout, même pas qui tient même pas debout, l'enfant qui même est encore allongé, tu mets de la musique, il va prendre le rythme. Il ou elle va prendre le rythme, il y a ses mains qui vont bouger. C'est-à-dire qu'il réagit à la mix, ça s'appelle de la danse en fait. Et donc les êtres humains créent, c'est d'office. Mm. Et donc si tu as envie de le faire, bah, c'est normal, Mm. fais-le. Euh, Qu'est-ce qui est différent de l'EP que tu vas sortir par rapport à tes anciennes créations? Euh, J'espère que c'est mieux écrit. Ça me ressemble beaucoup plus, forcément, ça ressemble à ce que je suis aujourd'hui, musicalement, vraiment beaucoup plus. Et je crois que je suis tout doucement en train d'arriver, mais c'est normal, hein, c'est le chemin de la vie aussi et de la carrière. Je suis tout doucement en train d'arriver à ce que je voulais faire, quoi. C'est en train de se. Pardon, c'est en train de se. Je le fais avec les mains, pardon, pour ceux qui écoutent seulement. Comme la pâte à modeler, tu vois. Comme une sculpture. C'est en train de se sculpter tout doucement. Ça prend forme. Ça prend forme, merci. Ouais. C'est en train de prendre forme. Partant du postulat que ce podcast est destiné aux jeunes et que je voudrais les inspirer, je vais te poser une série de questions, donc 10 Ouais. questions, Ok. qui sont tirées de ton expérience personnelle, ok? Pour essayer de leur donner, on va dire, pas des leçons, mais on va dire des directions ou euh, des affirmations qui peuvent les aider dans leur chemin. Écoute, je vais répondre. D'après ton expérience, et sans prétendre donner des leçons, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves? Beaucoup plus de choses extérieures que de choses intérieures, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc ça peut être la pauvreté, ça peut être la discrimination, ça peut être la violence, ça peut être plein de choses, mais beaucoup d'extérieur. C'est-à-dire que souvent on nous dit quand on veut, on peut, c'est pas vrai. Parfois on veut et on n'y arrive pas. Et faut se bagarrer, faut essayer de passer par la fenêtre. C'est pas parce qu'il y a c'est pas parce il y a la violence, il y a la discrimination et tout qu'il faut pas faire. Faut faire. Faut casser les barrières intérieures, celles qu'on maîtrise. Mais moi, je me bagarre contre le quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Quand on grandit dans le 16e, dans une famille riche, aimante, on n'a pas les mêmes chances que quand on grandit à Aulnoy-Emery, euh, dans une famille monoparentale ou qu'on est enfant de la DAS. On n'a pas les mêmes barrières. Hmm. Imagine quand on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu écrirais? Allahu Akbar. Ok. Non, c'est pas vrai. J'écrirai l'amour, wesh. L'amour, wesh. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Je veux dire l'amour. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tout est là. Tout y est. Tout est amour. Mais. Ou pas même, mais et. Avec un petit clin d'œil. Tu vois, quand même. L'amour, mais pas l'amour des romans à l'eau de rose. L'amour, wesh. L'amour un petit peu pimenté. L'amour avec un sourire en coin. L'amour avec un clin d'œil. L'amour avec une pichenette derrière l'oreille. Tu Hmm. vois. Ok. Quelle est l'habitude que tu as intégrée dans ta vie au cours des 5 dernières années qui a eu un effet transformateur sur ton quotidien? 5 dernières années.
Une nouvelle habitude ou une Ouais. nouvelle croyance qui a eu un effet transformateur sur un plan positif, Bah, bien un peu sûr. plus que 5 ans, mais la méditation. Ok. Ouais. Enfin, ce qu'on va appeler. En vrai, je dis méditation pour que les gens comprennent, mais la version musulmane de la méditation, donc le dhikr, Mhm. et le fait de. Donc, le dhikr, c'est plutôt mentionné, et du coup, on fait le dhikr Allah quand on est musulman, et donc le fait de mentionner Dieu, mais en fait de se concentrer sur n'importe quelle chose, en vérité. On pourrait faire de la méditation autour d'une fourchette, et pendant 5 ans, réfléchir et penser à une fourchette, et en fait, juste le fait de se concentrer, de faire le vide autour de soi, de s'arrêter, de faire une pause, ça a énormément de bienfaits. Après, moi, comme je suis croyant et que je pense qu'il y a un être supérieur et transcendant et créateur et régisseur et qui s'appelle Allah, bah évidemment, il y a des bienfaits en plus que je constate et auxquels je crois. Mais toutes les formes de méditation ont leurs bienfaits et elles changent en tout cas le quotidien, ça c'est sûr. Y a-t-il une personne en particulier qui a eu une influence forte dans ta vie? Et si oui, c'est qui et comment? C'est très difficile d'en choisir une, vraiment. S'il y a une où tu ne réfléchis pas, qui venait directement à l'esprit. Bah, je vais citer Madame Lafont, qui était ma prof au collège, parce que j'ai beaucoup dit de mal de l'école depuis le début et que j'ai beaucoup cité de rôle modèle masculin, et en plus maghrébin, et que c'est pas juste pour les gens qui m'ont éclairé dans ma vie. Et Madame Lafont, c'est très probablement en grande partie grâce à elle que je fais ce métier aujourd'hui. C'est une de celles qui m'ont transmis l'amour des mots, une des deux, trois premières personnes, à part ma mère, à m'avoir transmis l'amour des mots, l'amour de la pédagogie, à m'avoir donné des exemples concrets de ce que c'était la pédagogie dans sa façon de faire, de ce que c'était l'amour du savoir et l'amour d'enseigner et l'amour des élèves, en fait, tu vois, et l'amour du savoir en général, dans le sens presque même philosophie, tu vois, l'amour de la sagesse. Et pourtant, c'était ma prof en quatrième, troisième, et en mode l'amour wesh. C'est-à-dire que, par exemple, c'était pas niais, tu vois. C'est-à-dire que la première chose qu'elle nous a dit, moi, quand je suis arrivé dans ce collège, j'arrivais dans notre collège, et j'étais en quatrième, elle nous prend et elle nous dit, bon, d'habitude, je prends pas les quatrièmes. Je prends que les troisièmes parce que les plus petits, ça me saoule. Mais bon, cette année, on m'a mis les quatrièmes, et je vais être votre prof principal. Et c'est la première chose qu'elle nous a dit, en mode sans pitié, tu vois. Mais dans sa classe, il y avait des posters. Il y avait un poster de Brad Pitt à côté d'un poster de Balzac, tu vois. Et c'était ça, Madame Lafont, c'est ça l'amour wesh, tu vois, vraiment. Y a-t-il un livre que tu donnes souvent en cadeau ou qui t'arrive de relire régulièrement pour revisiter des passages particuliers? Ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs livres que je donne en cadeau, et je vais faire comme tu as dit, je vais faire le premier qui me vient, même si j'ai déjà parlé de religion, et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est un livre qui s'appelle Les enseignements spirituels du prophète, qui est un livre écrit par un shir qui est français et qui est nordiste, qui s'appelle Taïeb Chouilef, et qui prend des hadiths, donc des paroles du prophète, mais uniquement celles qui parlent du volet spirituel. C'est-à-dire que les questions de pratique et tout, elles sont pas dans ce livre-là. Ça veut pas dire qu'on s'en fout, mais c'est voilà. Donc, et avec à chaque fois donc une explication qui vient de lui et une explication qui vient d'un grand maître spirituel de l'histoire de l'islam. Donc ça peut aller de 10-11e siècle comme Razali, ou 20e siècle récemment comme Fridtjof Schuon ou René Guénon, ou etc. Voilà, c'est un livre que j'offre vraiment, vraiment très souvent. Ok. Euh, Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? Au moins autant de jours que j'ai vécu. Vraiment, vraiment. Et qu'est-ce qui a fait que je l'ai pas fait? C'est que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les montagnes russes. Ça aussi, à la fois, j'ai envie de tout abandonner, et à la fois, juste après, j'ai envie de tout reprendre. Et il y a aussi que j'allais dire, je sais rien faire d'autre. C'est pas vrai, je sais faire d'autres trucs, mais c'est ce que je suis en fait. Je vais pas m'abandonner, moi. Je serai toujours moi en fait. Je peux pas démissionner de ma propre personne. Bah non, je pourrais en fait. Il y a plein de gens qui le font, Oui, mais oui, on devient l'ombre de soi-même. bah ouais, mais non, pas le genre de la maison. Non. On n'a pas des bras cassés, comme on dit. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Waouh. Presque le serment d'Hippocrate. D'abord ne pas nuire. Tu sais. Ouais, ouais, ouais.
bienveillance, j'ai envie de dire. Au fond, quoi. Le bon, avoir un bon fond, c'est ça. Avoir un bon fond, c'est-à-dire que par-dessus, il peut y avoir de la merde. Moi, le premier, mais vraiment le tout premier même. Et mais promis, au fond, c'est bien. Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour être là où tu en es aujourd'hui? C'est l'argent, je pense. C'est l'argent. J'ai refusé beaucoup d'argent, plein de fois. J'ai refusé un poste à 3 ou 4 000 euros par mois, par exemple, tu vois. Même un peu plus. Et ouais. Il y en a d'autres, hein, mais ouais. Je pense que c'est l'argent quand même. Équilibre vie pro, vie perso. C'est quoi ta philosophie? J'ai pas compris la question. C'est une réponse en soi. Voilà. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Ah, réalité totale, absolue. Absolue, totale. Je me soigne. C'est-à-dire que... ouais. Tu vois, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je dis des trucs, tu te rends compte, en plus, tu me donnes une position où tu me poses des questions et moi, je réponds en plus sur le plan philosophique, sur le plan politique, sur le plan artistique, sur le plan religieux. Tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Qui je suis, moi, pour faire ça? Personne. Si, C'est une dinguerie. en fait. Oui, Tu vois. mais tu sais, bizarrement, c'est beaucoup plus les garçons qui répondent oui, et les filles que j'interviewe, moins. Elles te disent quoi? Non, elles ne ressentent pas Le particulièrement. syndrome de l'imposteur. Pourtant, c'est un truc qui. Alors, je sais pas si c'est un. Je sais pas. Je sais pas si c'est particulier à la communauté maghrébine. Non, non, qu'il y c'est ait moins ça chez les international. filles, parce C'est que international. non, mais qui est moins ça chez les filles, parce que pour le coup, c'est un truc qui est vraiment très. Qui existe beaucoup chez les minorités. Enfin, chez les minorités, chez les gens considérés comme inférieurs. Et donc, les femmes ont beaucoup ça, en fait, tu vois, une fois que tu es chef d'entreprise, etc., alors que tu es une meuf. Mais peut-être qu'elles se sont tellement battues contre ça qu'aujourd'hui, Elles forcent le. Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Écoute, on arrive à la fin de cette belle Oh discussion. non. Comment les gens peuvent te suivre, peuvent suivre ton travail artistique et associatif? Eh ben, là où ils ont l'habitude de suivre des artistes. Donc, si c'est sur YouTube, si c'est sur Insta, si c'est sur Twitter, X, pardon. Exactement. Etc. Et puis, s'il n'y a aucun réseau social, mais qui réussissent quand même à tomber sur ce podcast, et qu'ils ou elles veulent les infos, eh ben, on se débrouillera, qu'elles nous envoient via un mail, mais ça, elles vont trouver. On leur donnera, on l'inscrira à notre newsletter, et puis on réussira à se donner des infos. Et vraiment, le mieux, évidemment, c'est de venir voir les concerts. bien C'est sûr. clair, c'est clair. Dernière question. Si les jeunes qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot en tête de toute cette conversation, ça serait quoi? L'amour. L'amour. Wesh. Ismaël Métis, ça a été un vrai plaisir de t'avoir à Jugurtha Talks. Merci beaucoup. Merci à toi. Infiniment. Merci. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook, et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.